Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour la deuxième partie de notre événement. Après cette matinée très très riche et poétique et instigante, intéressante, nous allons passer... Je n'ai pas mon... Voilà, la meilleure médiatrice, elle n'a pas le programme. Bon, on va passer à la table ronde parce que j'ai oublié le titre qu'on a donné, mais qui c'est justement sous ces croisements entre la lusophonie et la francophonie. On a intitulé la lusophonie, la francophonie au Brésil, histoire et circulations actuelles. Donc, vous allez voir qu'on va bientôt parler des projets, d'histoire un peu entre la France et le Brésil, et notamment sur les points de vue culturels, et linguistiques. Mais après, on va aussi parler, dans un deuxième temps, à propos de circulation aussi de nos intervenantes entre les deux pays, parce que c'est un sujet très intéressant, mais ça sera par là après. Et je vous dis ça maintenant. Donc, la surprise de la table ronde. Mais on compte sur la présence de Lígia Ferreira en ligne, à qui je remercie vivement. On va commencer d'ailleurs avec sa présentation, puisqu'elle est à distance et on profite donc que tout marche bien au niveau technique pour ne pas prendre trop de risques, mais aussi parce que Lígia a un parcours très intéressant entre les deux pays que je vais lire parce qu'il est immense. Donc, je vais juste citer quelques références pour vous donner une idée, surtout aux étudiants qui sont ici, de comment elle a circulé entre le Brésil et la France depuis très jeune, en tant qu'étudiante. Donc, c'est très intéressant comme parcours. Donc, Lígia Ferreira est enseignante-chercheuse à l'Université fédérale de São Paulo, Unifesp, dans la chaire, et occupe du coup la chaire de français et littérature d'expression française. Elle a une licence en lettres français-portugais et linguistique à l'Université de São Paulo, l'USP, et une maîtrise de sciences du langage à l'Université de Paris 13. En 1980, elle était la première assistante de portugais du Brésil en France, où elle va du coup vivre quelques années. En 1985 et 86, elle a été boursière de la formation des conseillers pédagogiques et culturels au Bureau pour l'enseignement de la langue de la civilisation française à Paris, et sous un projet qui portait sur les rôles de la traduction dans la didactique des langues. Dans les années 90, elle est maître des langues en LOA à Rennes 2, et elle obtient son doctorat S-Lettres en 2001 à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, avec une thèse sur Luiz Gama, cet écrivain et abolitionniste brésilien de la fin du 19e siècle. Non, déjà, okay. Toujours. Ah non, c'est long. C'est un CV... non. Donc, dans les années 2000, Lígia a enseigné à la chaire d'études françaises et d'expression française à l'USP, où elle a dirigé les centres de langue. Et en 2017, elle a été chercheuse invitée à l'École normale supérieure de Paris. Son travail, elle travaille aussi aujourd'hui, elle est chercheuse à l'Institut des études brésiliennes de l'USP, UIEB, où elle développe également des recherches portant sur la correspondance entre intellectuels et artistes brésiliens et français et ou francophones. Elle participe du groupe de recherche sur les relations Brésil-France, coordonné par notre collègue ici, Marisa Midori, qui parlera tout à l'heure. Et en 2018, elle a reçu le Palme académique du gouvernement français. Mais Lígia est aussi autrice et elle est aussi traductrice. Donc, il y a une liste de traductions dont j'aimerais mentionner le livre de Anne Lafon, Uma Africana no Louvre, O Lugar do Modelo, et notamment France Fanon et Dannée de la Terre, qu'elle a traduit vers le portugais, par Zahar, qui est une grande maison d'édition brésilienne aussi. Donc, Lígia, c'est un vrai plaisir de vous avoir ici avec nous, même à distance, et de vous entendre parler. Donc, je vous passe la parole. On s'était dit que chacune allait parler à peu près 15 minutes, entre 15 et 20 minutes. Et Lígia, si vous êtes d'accord, je mets un mot sur le chat quand il manquera 5 minutes, si nécessaire. Et juste pour vous donner une idée du temps, mais on en discutera après aussi, par la suite. OK ? Merci. D'accord.
Bon, tout d'abord, je voulais remercier infiniment cette invitation que me fait Lyon 3. C'est la première fois que j'interviens dans le cadre de cette année croisée Brésil-France qui va prendre toute l'année 2025. C'est une grande joie pour nous tous. Je voulais aussi remercier le premier contact qui a été fait par Madame Simili Rodrigues. Ok, et je voulais aussi saluer mes collègues de la table, professeur Luciana, Madame Luciana Boganica. Bon, je vais être un peu bilingue, hein, dans le portugais échappera de temps en temps. Luciana Boganica de Rennes 2. J'ai eu 2 années merveilleuses comme maître de langue il y a longtemps. Natalia, qui va être notre médiatrice, professeure Natalia, ce sera un plaisir un jour de vous rencontrer, ainsi que Simili, et surtout Marisa Midori, qui est la coordinatrice donc, du groupe Relations culturelles Brésil-France, et que je remercie vivement parce que c'est elle qui a indiqué mon nom pour cette rencontre. Donc, oui, je remercie Natalia pour cette présentation très étendue. Ça parle aussi de ma jeunesse, parce que comme je vous ai dit, je suis jeune il y a plus longtemps que vous. Donc, c'est ce qui explique un peu ce parcours entre les deux pays. Bon, oui, parler de francophonie au Brésil, de rencontres et de ces années croisées, de ces croisements entre les deux pays, je voulais commencer par simplement vous rappeler, ou vous dire ce que francophonie peut signifier au Brésil. Ce n'est pas du tout ce que l'on peut comprendre en France, et je pars de quelques ambiguïtés de la définition au Brésil à partir de définitions de dictionnaire. Donc, si on prend des grands dictionnaires au Brésil comme le dictionnaire Weiss ou le dictionnaire Michaelis, on va parler tout simplement de, je traduis la définition en portugais, ensemble des ceux dont la langue officielle ou dominante est le français. Ceux, je ne sais pas si c'est les personnes qui parlent, les pays, etc. Donc, dans le dictionnaire Michaelis, la francophonie a comme seule définition adoption de la langue française comme langue de culture ou comme langue franche pour ceux qui ont une autre langue comme une autre langue vernaculaire. Donc tout cela, oui, et dans un dictionnaire portugais, dictionnaire Porto Editora, là, la définition est de l'ensemble des pays dont la langue officielle est le français ou l'ensemble des personnes qui ont le français comme langue. Donc, vous voyez, c'est un peu ces définitions ci-dessus qui sont pratiquement, qui ressemblent à la définition que l'on peut retrouver dans les dictionnaires français. Je pense par exemple à celui que j'utilise souvent, qui est celui du centre, le dictionnaire en ligne du Centre national de recherche lexicale. Donc, tout cela, c'est pour vous dire qu'on est bien loin de la définition, de la création du mot, parce qu'étymologiquement, il faut penser à la création du mot francophonie, comme vous le savez, comme moi, c'était un mot créé par le géographe Onésime Reclus en 1880, mais ce mot a été réinventé après, ou resignifié bien après. Et c'est de là que je voulais parler, donc, cette francophonie dont on parle aujourd'hui, qu'on célèbre tous les 20 mars, le jour international de la francophonie. Il nous est, je dirais, enfin, c'est pas par provocation, mais simplement une provocation pour qu'il nous fasse réfléchir. La réinvention de la notion de francophonie, elle apparaît dans les années 1960 et elle est concomitante au processus de décolonisation. N'est-ce pas? Donc, elle part. Bon, nous avons des leaders africains comme Habib Bourguiba de Tunisie, Léopold Senghor du Sénégal, qui vont proposer de réunir, donc ça c'est très intéressant ce mouvement, les pays indépendants qui sont désireux de garder la France, avec la France de relations fondées sur les affinités culturelles et linguistiques, que l'on crée une nouvelle francophonie. Et d'ailleurs, l'essence d'ailleurs qui a été, que l'on peut considérer que ce mouvement, cette proposition a comme acte fondateur en 1962, ce sont des dates importantes, hein, n'oublions pas 62,
aussi la guerre d'indépendance avec l'Algérie, Algérie qui ne fait pas partie d'ailleurs, vous le savez, de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est à partir d'une publication dans la revue Esprit qui dédie un numéro spécial à la francophonie que ce concept moderne que nous entendons aujourd'hui, qui est encore en évolution, va être lancé. Donc, on peut dire que la francophonie institutionnelle, et pourquoi je vous parle de tout ça, je demande d'ailleurs des excuses, parce que ce sont peut-être des connaissances que vous avez, mais ce sont des éléments, des données qu'il faut souvent rappeler au Brésil, parce que le mot aussi francophonie, francophone, comme vous avez vu, ça circule d'une façon un peu ambiguë parfois, n'est-ce pas, et recouvre un ensemble qui n'est pas très clair. Donc, je rappelle, et là, je vous dis que je rappelle souvent à nos étudiants de français, portugais, chaque année pratiquement, je fais une intervention, soit au sein de mon université. L'année dernière, c'était au musée de la langue portugaise. D'ailleurs, j'ai été invitée avec une autre collègue de l'université Mackenzie, ici de Sao Paulo, qui a été invitée à parler de la lusophonie parce qu'on a voulu lancer un petit peu les préambules de ce regard croisé entre francophonie et lusophonie. Après, si vous voulez, je peux vous laisser le lien de la vidéo qui est dans la chaîne de YouTube du musée de la langue portugaise ici à Sao Paulo, musée auquel je vous invite si vous venez au Brésil à Sao Paulo. Donc la francophonie institutionnelle n'est pas, je parle donc de notre point de vue et qu'il faut toujours rappeler, n'est pas une création française. Elle a été fondée le 20 mars 1970 par des leaders politiciens, des hommes politiques, des intellectuels de pays qui ont été précédemment colonisés par la France. Aujourd'hui, je sais que nous avons toute une série de considérations autour de la décolonialité, mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir que ce concept qui est aujourd'hui embrassé par tant de pays et qui a dépassé les frontières est une création, disons, de au moins 4 personnalités: Bourguiba, que j'ai déjà cité, Léonard Senghor du Sénégal, Ramani Dior du Niger et le prince Norodom Sihanouk. Donc nous avons au moins 3 continents représentés, sans parler aussi d'Aimé Césaire et de la francophonie des Amériques, n'est-ce pas, qui ont cette idée de réunir les peuples, donc ceux, n'est-ce pas, dont la langue officielle dominante est le français, l'ensemble de ces pays dont la langue officielle est le français. Donc, alors je voulais donc il y a par ailleurs cette construction institutionnelle de la francophonie sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que ce sont des données que vous connaissez bien, n'est-ce pas, et dont nous avons par exemple la création de TV5 il y a plus de 40 ans. Nous avons toutes ces réunions le sommet de la francophonie à Versailles. Et puis nous avons la création donc de l'OIF qui crée cette diplomatie francophone et qui a de nombreuses initiatives, disons, partagées et communes. Ce qui est bien, je ne veux pas rentrer dans cet aspect-là, mais simplement laisser un autre élément de discussion ou de réflexion, c'est que à ce jour, nous n'avons pas exactement, on parle de lusophonie, mais nous n'avons pas de lusophonie officielle. Nous avons cette communauté, cet ensemble de pays réunis autour de la langue portugaise, mais nous n'avons pas beaucoup comment dirais-je, d'initiatives communes, de programmes communs ou comment dirais-je, par exemple, nous n'avons pas une télévision comme TV5, par exemple, une TV lusophone. Nous avons, en France, nous avons les départements, les chaires de monde lusophone, d'ailleurs, comme à Paris 3, où j'ai fait mon doctorat. Mais ça continue d'être un peu, cette lusophonie, elle est un petit peu encore, je dirais qu'il n'y a pas encore une grande cohésion comme on peut, d'une façon ou d'une autre, ressentir auprès de la francophonie institutionnelle. Donc, juste avant de passer à quelques exemples que j'aimerais donner, je ne vois pas
pardon, je ne sais pas s'il y a des messages sur le chat. Pas encore, Natalia, donc je continue parce que je suis un fil conducteur vous regardant. D'accord. Donc, il y a des choses, disons, des visions sur la langue française qui ont été partagées, qui ont évolué, mais qui nourrissent un peu ce sentiment de la francophonie, comme par exemple la fameuse phrase, sentence de Léopold Senghor, qui a dit que la langue française est un soleil qui brille au-delà de l'Hexagone. Ça, en 1962. Donc là, nous sommes en plein dans les processus de décolonisation. Quelques années après, déjà dans le cadre institutionnel de la francophonie, l'ex-président du Sénégal et l'ancien secrétaire général de l'OIF a déclaré aux Français, M. Diop, que la langue française ne vous appartient plus, c'est-à-dire s'adresser à la France. Nous l'avons en partage. Donc ça, c'est pour rappeler, ici au Brésil, très important, comme je vous ai dit, de le rappeler aux étudiants de français, portugais et tout, n'est-ce pas? Et parler de cette évolution de ce concept. Léopold Senghor, qui, en plus d'avoir dit que le français est ce soleil qui brille hors de l'Hexagone, et je pense, si vous permettez, je le dis rapidement, je crois que la francophonie est une sorte de dérivation du mouvement de la négritude, n'est-ce pas? Léopold Senghor qui a dit aussi que la francophonie était un humanisme intégral. Ça, c'est très beau. Et il ne faut pas non plus oublier l'évolution plus récente d'il y a quelques années, qui était présente dans le discours du président Macron le 20 mars 2018, n'est-ce pas, qui utilise aussi cette image très belle du français comme langue archipel. Et voilà, ce serait une position un peu tout monde, n'est-ce pas, pour rappeler un peu ce concept de glissant. Il parle de la France. Il dit la France n'est pas la seule propriétaire de la langue française. Donc, tout ça, c'est pour vous dire comment ce concept, et puis la place et le sentiment que l'on a aujourd'hui vis-à-vis de la langue française. Et je crois que même nous qui travaillons à l'enseignement, disons, de plus en plus difficile aussi parce que le français perd un petit peu, je ne vais pas rentrer dans ce cadre-là, il perd un peu d'intérêt auprès des jeunes. Il y en a encore, heureusement, parce que comme ça, on a notre place au sein de l'université, pas seulement à São Paulo, mais dans d'autres parties du Brésil. Mais c'est vrai que c'est une manière aussi d'ouvrir les perspectives, n'est-ce pas, sur l'apprentissage de la langue française, pourquoi apprendre, pourquoi s'intéresser non plus à la langue française, mais à cette langue qui est un humanisme intégral, pour reprendre Senghor, et qui nous projette sur différents continents. Donc, je fais un saut, disons, pour une deuxième partie de et je vais être très rapide, je vais essayer d'être très rapide, Natalia et mes collègues, parce que je me suis interrogée par quels moyens parler de francophonie, lusophonie, comment la francophonie et les écrivains, les auteurs francophones sont représentés au Brésil. Et donc là, comme je sais qu'on va traiter de la circulation, n'est-ce pas, d'idées de livres, je voulais juste citer quelques exemples de ce qui se passe dans le monde éditorial au travers des traductions. Bien sûr, je suis traductrice moi-même. On a cité mes deux derniers ouvrages les deux dernières traductions qui ont été traduites. L'une d'elles avec une professeure qui est aussi membre de notre groupe, Midori, n'est-ce pas, professeure Regina Campos. J'ai traduit avec elle France Fanon. Et bientôt, au mois de mai, va paraître L'esclavage raconté à ma fille de Christian Taubira, Escravidão contada à minha filha, dans la maison d'édition Todavia. Elle va être publiée. Christian Taubira, qui est en ce moment au Brésil, elle est dans une chaire de l'Université de São Paulo. Bon, donc je voulais juste vous citer des voix féminines, et ça c'est un mouvement que je dirais qui a pris un peu l'essor à partir de 2020-21.
c'est ce que j'appelle, moi, de mon propre chef, un effet George Floyd, disons, que l'on s'intéresse un peu à ces autres voix francophones, d'hommes ou de femmes, mais ce sont des personnes, n'est-ce pas, afro-descendantes, et qui vont nous parler et nous montrer un autre aspect de cette francophonie, d'ailleurs, qui était, comme je vous ai dit, à la naissance, elle est déjà née décoloniale, hein, je mets entre guillemets ce concept. Donc, nous avons ici au Brésil la traduction, par exemple, je vais citer les exemples des Goncourt. Donc, nous avons les voix féminines, comme celle de la traduction de Leila Slimani, qui est une Marocaine, comme vous le savez. Son livre Chanson douce, qui a eu le Goncourt en 2016, a été traduit au Brésil en 2018, n'est-ce pas? Et Leila Slimani, que je rappelle, a aidé, a contribué à cette redéfinition du concept de francophonie exposée par Macron, elle qui a été invitée à l'aider dans la promotion de la francophonie et de cette resignification de la francophonie en 2018. Nous avons eu aussi la traduction de Marine Diaye, ce sont les Goncourt, qui a publié son livre Trois femmes puissantes en 2009, mais dont la traduction a été faite au Brésil en portugais du Brésil et ici publiée chez nous en 2013. Donc, vous vous rappelez aussi que c'était la première femme noire, métisse, de mère française, de père sénégalais, qui a reçu le Goncourt. Elle a un autre livre qui a été traduit récemment au Brésil, La vengeance m'appartient, A Vingança Minha, qui a été publié par Todavia, qui est la maison d'édition qui publiera Christiane Taubira. Elle a été traduite l'année dernière. Et n'oublions pas ce gagnant immense du Goncourt 2021, qui était Bougar Sarr, avec La plus secrète mémoire des hommes. Qu'est-ce que je voulais encore signaler par rapport à ces traductions et qui, peut-être, là, je sais qu'il y a des spécialistes dans le domaine, comme Midori, n'est-ce pas, circulation, livres, etc. C'est très étonnant que tous ces livres que je vous ai cités, ils ont une traduction au Brésil et une traduction parfois concomitante au Portugal. Ça, c'est une comment dirais-je, c'est une interrogation que je me fais, parce que je me dis, voilà, si on avait donc cette lusophonie un petit peu plus constituée, est-ce qu'on ne pourrait pas, disons, joindre nos efforts de part et d'autre, n'est-ce pas, pour proposer les traductions ensemble, de façon à ce que ça circule, que ça soude un petit peu la question disons les rapports entre francophonie et lusophonie. Et comme je vous appelle, je vous ai dit il y a tout à l'heure, nous n'avons pas une institution lusophone comme, disons, similaire à l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, ce qui est très intéressant aussi, et je vais conclure, Natalia, c'est que les pères fondateurs de la négritude française, négritude de francophonie, parce qu'elle évolue, hein, la négritude, nous avons eu ce grand chef d'orchestre qui a été Léopold Senghor. Bon, donc, Césaire, il a eu surtout le cahier d'un pays natal publié, je crois que dans les années 90, mais ce n'est que récemment, depuis ce que j'ai appelé peut-être un petit peu, d'une manière un peu impertinente, de l'effet George Floyd, pour le monde éditorial brésilien, hein, c'est à ça que je pense, il commence à être publié. D'autres ouvrages commencent à être publiés, traduits et publiés au Brésil, et même ceux de son épouse Suzanne Césaire, que l'on découvre, et on commence à découvrir le rôle des femmes dans le pré-négritude, n'est-ce pas? Damas également, Léon Damas, il a été de Guyane, il a été publié en 2023 au Brésil, c'est la première traduction, et figurez-vous qu'il y a un grand absent dans ce parcours-là, qui est Léopold Senghor. Il n'y a pratiquement aucune traduction brésilienne. Je n'ai pas eu le temps de le voir au Portugal. Donc, c'est un grand absent et j'espère que cela
enfin, je ne sais pas non plus comment l'expliquer, mais c'est juste un élément pour que l'on puisse réfléchir ensemble. Donc, je ne sais pas si je finis d'une façon un petit peu abrupte, mais je voulais simplement vous dire qu'il y a un magazine, comme un magazine littéraire en France, là, une revue littéraire qui s'appelle 451, qui en décembre 2024 a évoqué ce qu'ils ont appelé a boa safra francophone, c'est-à-dire la bonne récolte 2024 d'auteurs francophones. Ils ont fait une liste de 45 publications, ouvrages de différentes littératures, histoire, essais, et où la plupart des auteurs, autrices sont français. Mais une évolution quand même, c'est qu'il y a d'autres voix, n'est-ce pas, qui viennent de tout cet espace francophone beaucoup plus ample des 5 continents, n'est-ce pas, qui commence à être découvert grâce au travail de maisons d'édition qui sortent un petit peu de la ligne des grandes maisons, comme on appelle ici, les maisons d'édition hégémoniques. Donc, il y a 2 nouvelles maisons d'édition qui se lancent aussi à la découverte et proposent aujourd'hui au public brésilien la découverte à travers la traduction, qui est ce passage, n'est-ce pas, les traducteurs qui sommes, n'est-ce pas, des passeurs de culture aussi. Et cela, je pense que ne fait qu'enrichir nos relations. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été suffisamment clair. J'espère avoir été suffisamment clair. Sinon, nous pouvons discuter par la suite. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Lige. C'était très, très clair, très intéressant. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je vais inviter Marisa Midori de Acto à venir ici parce qu'elle va faire une projection. Lige, je vais laisser du coup le son ouvert pour que vous puissiez l'entendre. OK? Samash, 1, 2, 3. Bon, en attendant que ça télécharge, je vais présenter Marisa Midori de Acto. Je parle comme les Français, d'Acto. Alors, c'est enseignante. Je vais demander de l'aide aux universitaires. Leonardo, livre docente, on va dire titulaire ou professeur titulaire? C'est difficile, hein? HDR? OK, bon. Parce que c'est un titre très important au Brésil dans la carrière d'enseignant, chercheur. Et donc, enseignante, professeure livre docente en histoire du livre. Elle enseigne dans le département de journalisme et éditoration de l'École de communication et art, de l'ECA, de l'USP, de l'Université de São Paulo, et dirige des recherches dans le programme, là encore, la traduction très difficile en français, de 3e cycle de post-graduation, en histoire économique à la faculté de philosophie, lettres et sciences humaines de l'USP. Marisa est chercheuse de la chaire Histoire et civilisation du livre, dirigée par Frédéric Barbier au CNRS, chercheur du CNRS, du groupe en portugais, Grupo IBRAF, voilà, de l'IEB, dirigé par Regina Campos Salgado, de l'USP, et docteur honoris causa de l'université, là, ça va être impossible. Carol Esterhazy. Merci. En Hongrie. Elle a été aussi enseignante invitée à l'École nationale de Chartres et à l'École normale supérieure de Paris, dans la chaire Histoire et civilisation du livre, et aussi à l'Institut des études avancées à l'USP. Elle est membre de plusieurs
comité scientifique de plusieurs revues. Je ne vais pas le citer toutes, mais j'aimerais juste parler de son livre qui a reçu le prix Serge Buarque de Holanda, qui c'est l'histoire de l'édition et pratique des lectures au Brésil. C'est ça. O Império dos Livros. Et le Jabuti aussi, qui c'est quand même les plus grands prix brésiliens dans la branche académique, c'est ça, universitaire. Donc, voilà, on remercie encore une fois Marisa de sa présence, d'être là avec nous et de sa présentation. Lige, je vous demande si vous voyez la présentation de Marisa, si c'est bon. Ça va, Ligia? Ça marche? Très bien. Oui, je Oui. vois. Oui. Merci. Et du coup, je passe la parole à Marisa. Bonjour. Croyez-moi, la partie la plus difficile, c'est quand quelqu'un nous présente. Hein? Et là, je commence à me détendre. Voilà. C'est plus facile de parler de notre sujet que vraiment entendre et notre bio ou bien le CV. Et bon, tout d'abord, je tiens à remercier l'Université Lyon 3 qui, d'après le programme APROF, a invité ma possibilité de faire ce séjour ici à Lyon et auprès de mes collègues, de mes très chers collègues Simili Rodrigues et Natalia Guerreiros. Cette fois, ça va? Oui, j'ai fait correctement, merci. Oui, c'était vraiment très bien. C'était un séjour riche. Et mes collègues ont été très gentils et j'ai bien aimé de passer ce séjour dans le département de langue. J'ai beaucoup appris en plus avec les étudiants et je suis émerveillée de mon séjour. Je rentre heureuse et j'espère un peu plus sage, mais c'est une chose à moi, c'est pas de la faute de mes collègues. Aussi, à l'Institut de la francophonie, c'est un honneur de savoir, d'apprendre que vous avez consacré cette année à notre langue, à notre culture. Et voilà, mille merci à l'Institut de la francophonie. Bon, je parle d'un objet, c'est un sujet, mais c'est surtout un objet qui est un peu partout ici. Hein? Et d'une certaine manière, vous avez évoqué cet objet tous les matins. C'est vrai qu'il me manque des talents littéraires. Un historien ne fait que chercher des documents et puis de faire un récit, mais sans cette responsabilité du talent littéraire. Mais je pense que le livre est toujours là, c'est l'objet omniprésent de la première séance. Et quand on parle de francophonie, et quand on parle de la circulation des idées, et quand on parle de la diffusion d'une langue, d'une culture, nous pensons, certes, nous pouvons penser aussi à la radio, comme a fait Adriana Brandão, ou même à la télévision, comme a évoqué tout de suite ma collègue Ligia, mais la culture de l'imprimé, et dans cette culture de l'imprimé, la culture du livre, je crois que chez nous, elle est toujours omniprésente. Et voilà. Et quand on m'a invité à parler, à faire partie de cette séance, je me suis dit comment est-ce que je vais, quelle est l'approche que je vais adopter pour réfléchir un peu sur cette question de la francophonie tout en soyant une historienne du livre. Et ce qui m'a semblé le plus évident, c'est justement de parler un peu de cette problématique des transferts culturels et en même temps essayer de lancer lumière sur l'objet, même sur les livres, tout en essayant de parler un peu de ces matérialités. Et c'est ce que j'essaye de faire, justement, ça, c'est de parler un peu de ces concepts de transfert, moins de parler sur les concepts, mais de présenter l'objet à partir de ces concepts, et tout en essayant de faire cette liaison avec la question des matérialités de l'imprimé et du livre. Et Natalia, comment ça s'est produit? Voilà.
Ah oui, c'est plus simple. Eh bien, voilà, juste pour vous rappeler, ce matin, nous avions ici des auteurs, donc la figure de l'auteur, elle a été déjà évoquée et même elle s'est exprimée tout en, parce qu'on a aussi parlé de la formation de ces auteurs et de la découverte des langues qui ont fait, qu'ils ont fait, pardon. Mais aussi, nous pouvons également parler de ce livre, de cet objet, à partir d'autres agents qui sont très importants et qui jouent vraiment les rôles de passeurs culturels dont on a aussi parlé ici. Et j'évoque quelques exemples. Nous pouvons vraiment penser à plusieurs agents qui sont les responsables pour la circulation de cet objet qui est le livre. Ici, j'évoque la figure de l'éditeur, de l'imprimeur, du traducteur. Ligia vient de réfléchir sur l'importance de la traduction, mais aussi de ceux qui s'occupent des paratextes des livres et qui, d'une certaine manière, il y contribue à la formation ou à la consolidation du capital symbolique de ces livres, tels que les préfaceurs ou même la figure du critique. Et de l'autre côté, l'importance des librairies et celle des libraires pour la diffusion des livres, mais aussi des lecteurs. Sachant que chacune de ces figures à la font objet de plusieurs recherches. Et moi, d'une certaine manière, depuis une vingtaine d'années, j'essaye de faire de recherche, au moins de réfléchir sur chacun de ces agents ou bien sur chacun de ces passeurs culturels que j'évoque ici dans cette présentation. Pour aujourd'hui, j'ai choisi deux figures qui me semblent très intéressantes pour essayer de démontrer un peu les conditions matérielles sur lesquelles les éditions françaises, la littérature française en un sens plus large, elle a été diffusée et elle a eu un espace, disons, un espace très important au Brésil au XVIIIe siècle. Quand je parle du Brésil, je parle surtout de trois villes, trois capitales qui ont été très importantes au XIXe siècle. D'abord, Rio de Janeiro, bien sûr, c'était la cour, c'était la capitale. En deuxième plan, le Recife. Recife était aussi une ville importante, surtout en vertu de la fondation de la faculté des droits en 1827 et de la manière dont la vie culturelle et intellectuelle a eu un poids à partir de ce moment. Et parallèlement, São Paulo, qui a eu son premier essor justement dans les années 1860. Et ici, je vous présente la figure d'un libraire. C'était Anatole Louis Garot, qui était parisien. Il est né en 1833. Et je dis parisien comme ça, avec un certain accent, parce que nous sommes habitués à voir la trajectoire des Français qui sont venus au Brésil ou dans d'autres villes américaines, sud-américaines, et pour faire le commerce de la librairie. Ils sortaient surtout de la Normandie, mais c'est vrai, c'était vraiment surtout de la Normandie. Il y en avait d'autres, des provinces, mais les Parisiens, ils étaient beaucoup plus rares. En tant que Anatole Louis Garot, il est sorti tôt de Paris. Probablement, c'était justement la carrière de Garnier qui lui a attiré l'attention en ce moment-là. Et il tombe à Rio de Janeiro, c'est toujours Rio de Janeiro dans les années 1848-49. En 1850, on voit déjà qu'il travaille dans une librairie française, c'était pas Garnier, à Rio de Janeiro. Et puis, il s'installe justement à São Paulo. J'aime bien
cette bande dessinée, cette BD est faite. C'est correct, Nicolas? C'est une bande dessinée, on peut dire comme ça, parce que c'est toute une série, oui, faite à São Paulo dans les années 1860, parce que les auteurs, ils présentent Garnier comme la figure, le centre de la civilisation. C'est dans sa boîte, c'est dans sa librairie qu'il recevra tout ce qui vient de la civilisation, la beauté, la littérature, et les muses, et enfin tout ça. Et il en profite, il devient le libraire le plus important de la ville. En fait, ils sont deux. C'est Garro à São Paulo, de la Yacar. Là, c'est probablement provençal, de la Yac, qui partira au Recife. Et les deux vont faire le commerce de la librairie française dans ces deux capitales, comme vous voyez ici, et dans ces figures. Et qu'est-ce qu'ils vendent? Bon, ils vendent les livres français en traduction, en général des traductions faites au Rio de Janeiro par Leusinger, Lehmer et Garnier, c'est-à-dire des libraires éditeurs européens. Même Leusinger et Lehmer, tout en soyant d'origine allemande, ils ont appris le métier à Paris, comme ils racontent dans leur biographie. Et ils produisent des catalogues. Là, c'est une source très importante pour penser la circulation, la diffusion de la francophonie, des catalogues en français. Et au fur et à mesure où ils se consolident dans les commerces, ils commencent à produire aussi des catalogues en portugais. Pour en parler un peu de ces matérialités, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent c'est la littérature, ce sont les auteurs, ce sont les contenus, mais aussi c'est l'idée du livre. Comme vous voyez ici, ce sont les éditions de luxe, par exemple, pour faire des cadeaux. Aussi, un autre concept qui n'existait pas encore dans les marchés brésiliens, mais qui commence à se développer là-bas, surtout grâce à l'intervention de ces étrangers, et une idée de collection éditoriale faite à partir de l'idée des bibliothèques de tous les âges, illustrées, ouvrages propres pour la jeunesse, bibliothèques des familles et bibliothèques variées. Et bref, nous pouvons à partir de ces matériels penser à la notion de genre littéraire, nous pouvons penser à cet ensemble, à ce répertoire bibliographique qui est vendu là-bas et qui est lu par les lecteurs brésiliens, qui est diffusé là-bas, mais aussi à ces plusieurs formes, à ces multiples formes éditoriales qui commencent à entrer dans les marchés et d'une certaine manière à pousser les éditeurs brésiliens à faire la même chose, au moins à améliorer dans la perspective de ces transferts, mais à essayer de créer à leur propre façon, leur marché ou leurs projets éditoriaux. Et cela, c'est possible, justement, et surtout après les années 1860, parce que nous avons vraiment un commerce transatlantique qui, tout en partant de la France, touche les principales capitales du pays. Donc, comme je disais, c'est Brésil, c'est surtout les capitales qui sont tournées vers la mer et qui commencent à faire partie de ces circuits de circulation, de distribution des livres de la France envers le Brésil. Les catalogues, comme vous pouvez regarder, ils sont vraiment porteurs parce que ils essayent de prendre et de faire la publicité de toutes les branches littéraires possibles, des livres d'art métier, de belles lettres, littérature, voyage, etc., etc. Et surtout, tout en donnant un certain accent sur cette notion de bibliothèque et de collection. J'avais un autre exemple, je peux rester jusqu'à 20 minutes. Bon,
pour essayer... bon, et d'abord, j'ai essayé de vous donner un panorama de la façon dont cette circulation elle se fait, elle se réalise d'après l'action de quelques agents. Ici, c'était un libraire, mais nous pourrions également parler d'un éditeur. Mais ici, je voudrais au juste vous donner un accent sur l'histoire d'un seul livre qui a beaucoup circulé en Europe et aussi il a fait son voyage transatlantique tout en touchant plusieurs capitales américaines. Vous voyez ici sur la carte surtout Nova York, México et Rio de Janeiro. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, il fait partie de la culture française, mais je ne sais pas s'il fait encore partie de la culture littéraire de la jeunesse française. Mais il arrive que dans les années 1848, il y a une révolution très importante ici en France. Nous étions en plein printemps de peuple. Et c'était les socialistes qui d'abord ont gagné cette bataille, mais pas toute la guerre. Et à la fin de l'année 1848, la France a fait l'élection générale pour élire son premier président. Bon, en ce moment-là, cet auteur, Guizot, il était en Angleterre parce qu'il était le premier ministre du roi Louis-Philippe. Il est tombé lors de la Révolution et en regardant la France de loin, il a écrit cet opuscule qui s'appelle « De la démocratie en France 1849 ». Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce livre ? D'abord que la France, elle ne sait faire que des révolutions depuis 1789. Ça, c'est la fin de la France. Et le pire, c'est la démocratie et les suffrages universels. Voilà, c'est le message central du livre. Ce livre est sorti le 10 janvier 1849. Apparemment un peu plus tard qu'il pouvait s'imaginer parce que l'élection elle a eu lieu le 20 décembre. Lui, Napoléon Bonaparte a gagné. Bon, c'est la fin de l'histoire, mais en ce temps-là, on ne le savait pas. On pouvait même dire, peut-être il a eu raison, mais là, ce sont les historiens qui connaissent la fin. Ce ne sont pas les romanciers qui ne connaissent pas encore la fin. Et ce qui m'a attiré la curiosité et l'intérêt vis-à-vis de ce livre, c'est justement la rapidité et l'efficacité dont il a circulé en Europe. Sachant que du 10 janvier jusqu'au mois de juin, il a été publié dans tous ces pays que j'évoque ici dans cette carte, en plusieurs éditions. Je n'ai pas compté les rééditions dans chaque maison, en traduction, et même on peut parler des publications en français et hors de la France, parce que les Français étaient vraiment compris comme une langue universelle, donc les lecteurs ils pouvaient lire en français, il suffisait d'avoir ce livre dans les domaines, dans les pays, dans des États où ils voulaient toucher ces lecteurs. Comme vous voyez ici, là c'est la première édition sortie à Paris, et puis les deux éditions sorties au Rio de Janeiro. En fait, c'était seulement une, mais avec deux adresses différentes. Et on voit bien qu'ils essayent même de faire des éditions qui ne sont pas différentes du point de vue matériel de la première française. Ici, je voudrais juste vous montrer comment est-ce que chaque lecteur, ou même chaque éditeur, ou même chaque traducteur a travaillé son Guizot dans sa propre réalité, dans son propre pays. Ici, les Polonais, il a essayé de faire justement au juste une traduction du nom Guizot, peut-être pour lui rendre un peu plus proche et familier parmi les lecteurs polonais. Il n'a pas fait une traduction, il a fait vraiment une version du livre, mais on voit bien que dans l'espace allemand,
allemand, pardon. Il y a des éditions en allemand. Celle-ci sortie à Vienne, l'autre à Berlin, et celle de Leipzig en français. Et tout en sachant que Brockhaus, comme quelques éditeurs brésiliens, comme Garnier par exemple, vis-à-vis de l'Argentine, du Mexique et du Brésil, a eu un rôle important pour la diffusion de la littérature française, soit de la francophonie et dans l'Europe centrale. Et ce qui me semble très intéressant, c'est la façon dont quelques journaux et dans d'autres espaces, ici c'est le cas des Palmes de Majorque, a fait tout un effort de diffuser le même texte en feuilleton, c'est-à-dire on s'achetait les journaux pour faire la collection de cahiers et finalement pour avoir le livre. Et le Brésil a fait la même chose, c'est-à-dire avant de voir le livre, avant l'arrivée du livre de Paris, parce qu'il a été imprimé à Paris, au Rio de Janeiro, au mois de juin 1849, et les traducteurs de ce texte de Guizot, parce qu'ils étaient vraiment très préoccupés avec la révolution praieira qui a éclaté au Pernambuco à cette même époque, ils se sont anticipés au livre tout en publiant les textes en feuilleton pour finalement pouvoir lancer, d'après plusieurs publicités, l'édition imprimée à Paris, traduite à Paris par un Brésilien qui est arrivé au Rio de Janeiro et qui qui sera lancé vraiment le 3 juin 1849. Bon, voici deux exemples de la manière dont on peut travailler la francophonie vis-à-vis de l'histoire du livre, vis-à-vis de l'histoire de l'imprimé, ou en plus de cette culture de l'imprimé qui a été d'une certaine manière cette infrastructure la première qu'on a connue jusqu'à l'apparition de la radio et d'autres médias. Voilà, merci. C'est vrai que c'est mieux. Voilà. Merci Marisa. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Je passe donc à la présentation de Luciane. On va trouver... Laissez-moi juste voir. Okay. Donc, Luciana Bogani, qui est notre troisième invitée, est maîtresse de conférences spécialité portugais dans le département LOA de l'Université Rennes 2, docteur en études linguistiques de l'Université fédérale du Paraná et en sciences du langage de l'Université Grenoble-Alpes, donc en double diplôme, co-tutelle. Elle a également effectué des recherches postdoctorales à l'Université Rennes 2 et à l'Université du Estado do Rio de Janeiro, l'UERJ. C'est cette expérience qu'elle va partager avec nous aujourd'hui. Son expérience académique englobe l'enseignement dans les filières de langue étrangère appliquée, donc LOA, langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, LLCER, ainsi que les langues pour spécialité d'autres disciplines, ce qu'on appelle le LANSAD en France. Elle est membre de l'équipe de recherche interlangue Mémoire, Identité, Territoire à l'Université Rennes 2, travaillant dans l'axe de recherche sur les espaces hispanophones et lusophones, et fait face à un grand défi aujourd'hui à Rennes 2 de justement mener cette branche de langue portugaise dans la LOA à Rennes 2. Donc merci beaucoup, Luciane, et je vous passe la parole. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Donc, bonjour, tout d'abord, je tiens à remercier Natalia, Simili pour leur invitation à participer de cette belle rencontre, ainsi qu'à l'Université Lyon 3 et l'Institut international pour la francophonie. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, de prendre part de cet événement et de partager aussi cette table à côté de mes collègues et ma collègue Lige qui a aussi travaillé à Rennes 2. Donc,
Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, la thématique sur laquelle j'ai été conviée... Ok. Trop rapide. La thématique sur laquelle j'ai été conviée donc, à intervenir change un petit peu de mes collègues parce qu'elle porte sur l'enseignement et la recherche du portugais en France, un sujet que j'ai travaillé dans le cadre de mon postdoctorat. Donc cette étude s'inscrit dans un contexte bien particulier pour les études de portugais, car en 2019, il a été célébré le centenaire de l'enseignement du portugais dans les universités françaises, suivi en 2021 par la célébration à l'université Rennes 2 du centenaire de l'enseignement du portugais dans l'institution. Donc, dans ces contextes, mon projet de recherche s'inspire des discussions qui ont émergé en ce moment-là. Et en effet, mon objectif principal était de dresser un état des lieux de la place du portugais en France, notamment dans l'enseignement universitaire. Donc, pour cela, ce projet s'est construit en 3 parties et de manière heuristique, c'est-à-dire en progressant par étapes successives, en ajustant la démarche en fonction des découvertes et des besoins. Donc, pour la première partie, je me suis intéressée à la collection de la revue Bulletin des études portugaises et brésiliennes, qui a publié 45 volumes entre 1931 et 1987. Et cette revue m'a permis de revenir sur les premières étapes de l'implantation du portugais dans les institutions françaises. La deuxième partie, d'une part, travaille sur le corps enseignant du portugais qui enseigne le portugais dans les universités françaises. Hop. Je vais revenir. Qui enseigne donc à l'université française. Et dans cette présentation, je ne parlerai pas de ça. Je parlerai notamment de la deuxième partie, que c'est les cadres actuels du portugais dans le concours CAPES et agrégation, essentiel pour la pérennité de son enseignement dans les secondaires et l'enseignement supérieur. Voilà. Donc, et la troisième partie constitue l'axe central donc, de ces projets. Il repose sur des entretiens menés avec des enseignants-chercheurs en portugais afin de recueillir leurs témoignages et interroger sur la mémoire institutionnelle et disciplinaire de cet enseignement en France. Donc, pour aborder ces entretiens avec justesse, une compréhension globale sur l'évolution de l'enseignement du portugais était nécessaire, notamment pour la préparation des questions et pour discuter avec ses collègues enseignants-chercheurs, d'où l'articulation progressive de ces 3 parties dans cette étude. Faute de temps, chaque partie ne sera donc pas détaillée ici, mais elles ont fait objet chacune des publications en français ou en français et portugais, comme illustré dans les diapos. Donc, pour entamer cette première partie, je me réfère à la réflexion de Betânia Mariani, linguiste de l'Université fédérale Fluminense au Brésil, sur le travail d'archives qu'elle a mené. Et Mariani souligne, adoptant un regard à la fois déterminé, dans son double sens, déterminé par ses objectifs et empreint de la détermination propre, ténacité, de celui qui s'engage dans la recherche, et errant, les chercheurs et la chercheuse s'approchera d'autres textes, les sélectionnant souvent sans même savoir exactement pourquoi tel choix a été fait. Donc, en consultant les travaux consacrés à l'enseignement du portugais en France, notamment l'article de Jacqueline Pangeon, Anne-Marie Quin, Solange Parvaux et Georges Boisvert, j'ai été conduite à explorer la revue Bulletin des études portugaises et brésiliennes. Donc, l'analyse de cette publication a révélé une période particulièrement significative entre 1937 et 1941, durant laquelle une section à caractère informatif et diplomatique s'est imposée, reflétant donc les enjeux politiques du moment. Cette rubrique s'est avérée essentielle pour retracer donc la chronologie de l'institutionnalisation de l'enseignement du portugais dans les universités françaises, au moins jusqu'à 1941. Et ensuite, les autres auteurs
une fois que la disparition de cette section, les travaux des chercheurs comme Paul Tessier, Adrien Roig et les autres auteurs déjà cités ont complété donc cette réflexion. Donc l'analyse de ces sources a permis de retracer les premiers pas dès l'enseignement du portugais en France, marqué par l'introduction progressive de la discipline dans plusieurs universités. Donc en 1919, Georges Legentil inaugure l'enseignement du portugais à l'Université de Paris, tandis que la langue devient aussi une option aux épreuves orales dès l'agrégation d'espagnol. 2 ans plus tard, en 1921, l'Université de Rennes accueille Chagas Franco, premier professeur envoyé par les gouvernements portugais à l'étranger. Dans les décennies suivantes, plusieurs établissements tels que Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Poitiers intègrent à leur tour l'enseignement du portugais en France. Et dans les années 50, nous trouvons l'ouverture de cours à Aix, Lyon, Nantes et Grenoble, puis Caen en 1960. En parallèle, en 1952, Celso Cunha, professeur renommé au Brésil, devient le premier lecteur brésilien en France, enseignant à l'Université de Paris, dans le cadre du programme aujourd'hui connu sur le nom Leitorado Brasileiro do Instituto Guimarães Rosa. Donc, cette histoire, en grande partie documentée dans le bulletin d'études portugaises et brésiliennes, illustre le rôle de cette revue comme un lieu de mémoire, au sens défini par Pierre Nora. Dans la continuité de mes travaux, vous me dites si je parle trop vite, mais je sais que j'ai 15 minutes. OK. Dans la continuité donc de mes travaux, il est pertinent de considérer la place du portugais dans les universités à travers la perspective de Solange Paravot, qui met en lumière le lien entre l'évolution de l'enseignement universitaire et celui du secondaire, notamment à travers des concours du CAPES et de l'agrégation. Donc il convient de revenir aussi sur quelques dates marquantes pour saisir cette évolution. En 1919, le portugais introduit comme option à l'agrégation d'espagnol, puis en 1921 à celle d'italien. En 1939, une première tentative est faite pour intégrer le portugais dans les lycées, mais la Seconde Guerre mondiale a interrompu ce projet. Et ce sera dans les années 50 que l'enseignement du portugais commence réellement dans des lycées, dans 4 lycées, dans quelques heures d'enseignement de portugais. Dans les années 70, on assiste donc à un tournant décisif parce qu'en 1970, les CAPES de portugais est créé. Et ensuite, en 1973, c'est le tour de l'agrégation, accordant aussi au portugais les mêmes statuts que les autres langues dans le système éducatif français. Donc, prenons en compte ces événements et prenons en considération ces dates, je vais maintenant présenter l'analyse de la place actuelle du portugais dans ces 2 concours. Ce n'est pas positif. Pour cela, je me suis appuyée dans le rapport détaillé des jurys, ainsi que sur les données statistiques des 17 dernières années, c'est-à-dire entre 2008 et 2024. Donc, si on résume cette analyse, et sans entrer en détail sur les débats soulevés par le président des jurys dans ces rapports, on observe une tendance déjà relevée par Anne-Marie Quin en 2002, où elle écrit « La diminution constante des postes offerts au concours de recrutement du secondaire depuis 10 ans décourage beaucoup d'étudiants. 6 postes au CAPES en 2002, après une baisse de 10 à 3 postes depuis 1995. Et à nouveau 3 postes en 2003. Hop. Toujours trop rapide. Donc l'analyse de ces 17 dernières années met en évidence que peu a changé. Donc le nombre de postes ouverts demeure très limité. Au CAPES externe, seuls 43 postes ont été proposés au total. Au CAPES interne, la tendance est similaire, avec 39 postes sur la même période. En 2024, une nouveauté s'est produite, l'ouverture du concours à l'affectation locale en Guyane, avec 3 postes dédiés à l'enseignement du portugais. Concernant l'agrégation, la situation est encore plus critique,
En 17 ans, seuls 12 postes ont été ouverts. 4 postes pour l'agrégation externe, 8 postes pour l'agrégation interne. Toutefois, un changement est prévu pour la session 2025. Après près d'une décennie sans concours, 2 postes sont ouverts à l'agrégation externe de portugais. En revanche, aucune ouverture n'est prévue pour l'agrégation interne. Donc, en résumé, ces chiffres confirment déjà les observations des quintes et les inquiétudes récurrentes dans chaque dossier, de chaque rapport des jurys. Un cercle vicieux se produit, se dessine. La réduction de nombre des postes disponibles dans le CAPES et dans l'agrégation décourage les vocations et limite l'attractivité des formations universitaires dédiées à l'enseignement du portugais, notamment le cursus LLCER. La troisième partie de cette recherche repose donc sur des entretiens qui constituent le cœur de ce travail. Et en effet, il était nécessaire de comprendre toute cette historique et la place actuelle du portugais pour élaborer les questions, pour mener les échanges avec les collègues enseignants-chercheurs. Cette partie a été réalisée en parallèle avec ces autres investigations. Et en 2020, suite à un travail où j'ai vérifié quelles universités proposaient l'enseignement du portugais, j'ai réalisé un appel à participation auprès de toutes les universités, proposant donc une formation LOA, LLCER ou l'ANSAD. Malgré les différentes relances, les taux de réponse ont été très très faibles. 6 universités pour LLCER, 3 pour le LOA et 2 pour le LANSAD. Et à partir de ces réponses, des entretiens ont été proposés, dont 6 ont été réalisés et publiés en français et en portugais. Pour enrichir cette enquête, j'ai échangé par téléphone et par mail aussi avec des collègues qui ont traversé également les dernières décennies de l'enseignement du portugais. Donc Jacqueline Panjean, Jean-Yves Mérien, Marie-Hélène Araújo Carreira et Marie-Yvonne Boudois. Et ces contacts ont été facilités par Rita Oliveira Godet, une figure incontournable dans le domaine du portugais, qui non seulement facilitait les mises en relation avec des collègues, mais aussi acceptait notre demande d'entretien. Et voici un extrait donc de son entretien. Rita Olivieri, professeur émérite et membre senior de l'Institut universitaire de France, nous dit que, je cite, « J'ai eu l'honneur d'être nommé membre senior de l'Institut universitaire de France en 2013, durant 5 ans. J'ai consacré mon temps à mes recherches, en particulier à mon projet « Écrire les Amériques, altérité amérindienne et topologie imaginaire de l'espace américain ». Rita Godet a également abordé la question de l'enseignement du portugais en France, tout comme d'autres collègues ayant participé à ces projets d'entretien, tels que Mireille Garcia de Rennes 2, Maria da Conceição Coelho Ferreira de Lyon 2, Jean-Pierre Chavagne de Lyon 2 aussi, Daniel Rodrigues de Clermont-Auvergne et Ilana Hennenberg de l'Université de Bordeaux. Donc, je me permets de lire quelques extraits. Donc, Mireille Garcia, directrice du département de portugais à Rennes 2, sur la question de la place de l'enseignement et de la recherche du portugais en France, nous dit, je cite, « L'enseignement et la recherche en portugais en France sont de plus en plus fragilisés. Fermeture des parcours à LLCER, absence de postes de maître de conf, précarisation d'emploi des enseignants et l'incertitude concernant l'avenir du CAPES et de l'agrégation. Les départements doivent faire preuve de créativité pour maintenir l'attractivité de leur domaine, notamment en diversifiant l'offre. » Daniel Rodrigues, directeur du département des études portugaises de l'université Clermont-Auvergne, quant à lui, il nous dit « Le manque d'intérêt de jeunes pour la profession d'enseignant influence la baisse du nombre d'étudiants en portugais. Nous devons orienter notre offre des formations vers d'autres secteurs du marché du travail. La faible visibilité du portugais en France, souvent perçue comme une langue d'immigration, joue aussi un rôle dans cette diminution. » Jean-Pierre Chavagne,
enseignant à Lyon 2 et ancien membre du jury du CAPES et de l'agrégation externe du portugais, va nous dire que le portugais, je cite, existe toujours dans les secondaires, mais les effectifs restent faibles. Les enseignants ont dû se battre pour maintenir leur poste et les concours restent rares. En Guyane, où la population est majoritairement d'origine brésilienne, les effectifs d'élèves et les nombres de professeurs sont plus élevés. Et Ilana Hannenberg, directrice du département de portugais à l'Université de Bordeaux et à l'origine d'une nouvelle formation dans son université, nous dit que, je cite, « En 2022-2023, l'Université de Bordeaux a ouvert une licence portugais trilingue associant le portugais, l'arabe, l'espagnol, l'italien et l'anglais. Cette initiative a permis d'attirer des étudiants qui craignaient de faire un choix trop restreint. Les formations à LOA en portugais fonctionnent bien grâce à leur formation bilingue et leur orientation vers l'entreprise. » Et je finis avec un extrait de la réponse de Maria da Conceição Coelho Ferreira, directrice du département de portugais de Lyon 2, qui nous dit « Il n'y a pas de solution miracle pour maintenir la formation en portugais. C'est un travail acharné. Nous créons des doubles diplômes, participons à des événements culturels et scientifiques et organisons 2 journées thématiques pour valoriser notre formation. » Donc, pour finir, je tiens à dire que ces entretiens offrent un éclairage précieux sur les enjeux de l'enseignement du portugais et de la recherche en France, mettent aussi en lumière les efforts considérables des acteurs et actrices académiques, notamment les enseignants et enseignants-chercheurs, pour préserver et dynamiser cette discipline. Finalement, ces entretiens contribuent également à la construction de la mémoire de cette discipline en France, comme les bulletins des études portugaises et brésiliennes. Donc, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Luciane. Alors, nous avons 15 minutes jusqu'à la fin du temps, mais on va dépasser un peu plus probablement, 10 minutes, je dirais. Donc, j'allais faire poser 2 questions pour chacune des intervenantes, mais je ne vais pas faire comme ça, je vais poser une seule et on va faire comme ça. Je ferai les 3 questions à chacune et après, je passe la parole au public pour voir si vous avez d'autres questions et comme ça, vous répondez à tout en même temps et on fait un seul aller-retour. Donc, j'aimerais commencer avec Lige. Lige, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Merci. Oui. Alors, et vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Donc, je poserai la question aux 3, je passerai la parole au public et après, vous allez répondre dans l'ordre. OK, Lige? D'accord. OK, merci. Alors, excusez-moi, pour que je vous vois, est-ce qu'on pourrait cesser la projection? Ah, oui, attendez. Voilà, merci. Vous voyez? C'est bon. Bon, Lige, c'était très, très intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, arrêtez le partage. Ah, d'accord. Oui, oui. Je n'avais pas compris. OK. C'est bon. Je pensais que c'était pour voir voilà. la question. Bon, donc, non, mais pour te voir aussi, ce serait bien. Après, je retourne. Lige, oui. Donc, vous avez parlé un peu de la question de l'origine de ce mot francophonie, très très intéressant, le fait d'avoir évoqué donc cette origine africaine et c'est-à-dire des intellectuels qui étaient entre les différents aires géographiques, comment c'est une question politique très très forte. Et j'aimerais donc vous demander par rapport à et du coup, Maryse aussi a présenté la liste de livres au 19e siècle qui étaient publiés. On voit par exemple la bibliothèque pour la jeunesse, la bibliothèque pour tout âge. J'adore. C'est pas jeunesse, donc c'est tous les autres âges. Et donc, on voit qu'il y a une compréhension de ce marché éditorial différent dans chaque époque, à chaque époque. Et vous avez très bien mentionné, parce que c'est ce que je vois aussi donc aujourd'hui, cette demande pour une traduction des auteurs. Par exemple, comme Fanon, comme vous-même avez fait, mais Glissant, Marie Scondé, Françoise Vergès, c'est-à-dire. Donc, j'aimerais savoir un peu plus comment vous voyez en tant que traductrice, en tant que quelqu'un qui, depuis longtemps, travaille avec des maisons d'édition, comment un peu de cette historicité de la demande des lecteurs, du marché éditorial, comment il a changé. Ça, c'est ma question. Pour Maryse, j'aimerais...
Ah, et vous avez projeté donc dans votre diapo, il y a eu la diapo sur les différentes catégories des passeurs. Et je me suis dit que, et on a évoqué ça ce matin, mais j'aimerais vous demander comment vous vous voyez en tant que passeur, passeuse, je sais pas. Et une fois, donc, c'est pas vous, parce que vous faites beaucoup de choses. Donc, par exemple, l'histoire de ce livre de Guizot, mais le projet dont vous parlerez tout à l'heure avec Monica Chpon, mais aussi en étant à l'USP, c'est quand même une université qui a une relation, un rapport direct avec la France. Mais l'idée, c'est de penser parmi ces catégories les universitaires comme passeurs. Comment vous voyez ça? Qui font à la fois, prennent à la fois les rôles de traducteurs, de critiques, les autres rôles, même d'éditeurs de temps en temps. Mais en tant qu'universitaire, voilà, comment on peut explorer un peu plus ce rôle de passeur. Et Luciane, j'ai trouvé, bon, je connaissais déjà le travail que vous aviez fait. C'est difficile de vous voyer. Ouais. Mais vous aviez fait sur la question de l'enseignement du portugais en France, pas exclusivement sur le CAPES et la grecque, mais dans les licences. Et je pense qu'on voit un vrai mouvement dans cette obligation que nous avons aujourd'hui de redéfinir nos maquettes pour combiner le portugais avec d'autres langues. Donc en fait, le portugais n'est jamais vraiment tout seul. Il est avec l'espagnol, donc il y a ces plurilinguismes de nos étudiants. Et j'aimerais savoir, dans le travail que vous avez fait, donc d'un côté, comment vous voyez ces plurilinguismes de nos étudiants? Si vous pouvez parler par rapport entre la France et le Brésil, je ne sais pas si vous avez enseigné au Brésil, si vous pouvez faire un parallèle peut-être de comment penser le plurilinguisme en France et au Brésil. Et la deuxième question, c'est si vous avez étudié les parcours des enseignants de portugais en France. Ça, c'est une curiosité que j'ai parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul qui se répète. Je ne sais pas, peut-être. Mais c'est une question, c'est une vraie curiosité. Si vous avez travaillé là-dessus et si vous pouvez parler un peu plus. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça va être difficile. Qu'est-ce que je fais C'est bon? La moyenne, ça va. Donc, on va faire comme ça. Je prendrai deux questions de plus. Ah ben, ça va faire trop d'aller-retour. Donc, on fait toutes les questions. Et après, c'est à vous de vous débrouiller. Je passe là, le problème. Donc, on commence ici. Leonardo, Simone. Qui d'autre? Monica? Non? OK. Allô? Oui, c'est bon. Tout d'abord, donc, chers collègues, merci pour vos communications. Je vais faire simplement une question. Voilà, je vais réduire mes questions. En fait, c'est une question pour Luciane, bien sûr. Attendez, il y a un bruit. C'est une question pour Luciane parce que ça nous concerne aussi. Ça va un peu dans le sens de la question qu'a posée Natalia sur les profils. En faisant un peu partie de l'histoire déjà aussi, j'ai l'impression en fait que les profils des enseignants-chercheurs en portugais ont beaucoup changé et cela aussi a eu un impact en termes de recherche que nous faisons actuellement. Si avant, on va dire, les centres de recherche et les enseignements étaient un peu plus, on va dire, dans l'histoire de la philologie, aujourd'hui, on est davantage tourné sur des questions de contemporains. Et si vous avez donc dans votre recherche, vous êtes penché un peu sur le contenu à la fois des cours, le contenu de maquette, parce qu'elle change tous les 4 ans, mais il y a quand même un changement significatif, et également des groupes de recherche, qui, je pense que le premier était bon, effectivement, le Crépal, ouais. Mais il y avait quand même donc, les publications dans le bulletin hispaniste, même si ce n'était pas un groupe de recherche officialisé, il y avait quand même une production, et qui, à mon avis, il y a peut-être un changement dans les années 80, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et Monica juste derrière, et après Simone. Non. Ouais. Simplement, je voudrais vous rappeler que pour les questions, vous avez 10 secondes pour poser les questions. D'accord? 10 secondes. Vous avez parlé de l'histoire du livre et de l'imprimé pour rendre compte de la francophonie. Est-ce que l'histoire du livre et du numérique, donc de l'édition numérique, serait un pan de votre réflexion ou de vos collègues autour de vous? Moi aussi, c'est pour Marisa, dans la suite de ce qui vient de dire Natalia, dans
dans tes passeurs. Je pensais aussi du fait que tu travailles sur le 19e. Tu avais mis l'éditeur et les libraires, mais tu n'as pas mis la bibliothèque. Je pense que c'est très important, surtout pour les imprimés qui ne sont pas très contemporains, et notamment au Brésil, où c'est plus facile toujours d'acheter un ordinateur qu'un livre. Comment tu penses le rôle des bibliothèques comme passeur? Et derrière, on a Simone là. Ah, ici aussi. Merci. Ma question, c'est pour Madame Boganica. C'est en lien avec la question que vous avez posée sur les professeurs et leur parcours. Moi, j'aurais aimé savoir, sachant qu'il y a un manque d'effectifs dans les parcours en portugais, en licence, etc., ou même pour le CAPES, etc., de savoir quel est le parcours des étudiants et si vous avez fait cette recherche-là, savoir s'il y a un lien avec l'immigration portugaise en France, etc., et si ils sont un peu tous liés à ça, ou si les parcours arrivent à toucher aussi d'autres étudiants qui n'ont pas ce lien historique à la langue portugaise. Et la dernière question, du coup. Oui, une question là-bas. La pression. Quelle pression. On continue la discussion pendant la pause café. C'est vrai. Simone. C'est une bonne contrainte. Voilà. Allez. Du coup, moi, j'aurais deux questions. La première, ce serait pour Madame Ligia, parce que du coup, vous avez parlé de la francophonie, etc. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est issu justement d'un pays où la francophonie est très présente. Et du coup, j'aimerais savoir comment vous articuleriez l'image de la langue française comme quelque chose qui est en partage avec le contexte actuel, justement, des pays où la francophonie est très présente et justement les relations que ces pays ont avec la France, justement. Parce que bon, on sait que c'est un peu tendu. Du coup, comment transposer cette image de partage dans ce contexte-là? Et après... Excusez-moi, Simone. Ligia, est-ce que vous avez compris la question? C'est bon? Je pense, oui, je pense, oui. C'est bon. Et merci. coup, de quel pays est la personne? Le Sénégal. Du Sénégal. Merci de la question. Et après, ma deuxième question, ce serait pour Madame Luciana. Ce serait parce que du coup, moi, personnellement, j'envisage de faire des études pour devenir prof de langue, dans le meilleur des cas. Et comme le portugais, c'est ma langue première, et que je sais que justement, l'enseignement en portugais, c'est très difficile, parce que j'ai fait aussi mes études dans une école internationale, et à plusieurs reprises, justement, on a eu plusieurs problèmes parce qu'on n'avait pas de prof, etc., etc. Et du coup, j'aimerais savoir quelle serait, selon vous, la solution pour améliorer la place de l'enseignement du portugais en France, surtout que, moi, personnellement, j'ai pu constater que les Portugais, en général, quand ils sont issus de l'immigration, quand ils arrivent en France, ils deviennent très complexés et ils ne parlent plus du tout le portugais. Du coup, comment on peut faire face à ça, en sachant que si nous, même portugais, on devient complexés, on ne parle pas notre langue, forcément, les autres ne vont pas s'y intéresser. Et du coup, voilà. Merci. Merci, Simone. Alors, on commence par Ligia et après Marisa, Luciana. OK. Ligia, à vous. Oui. Vous m'entendez? Sans problème. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Oui, d'accord, merci. Donc, je voulais tout d'abord remercier des questions qui m'ont été posées. Et peut-être je donnerai un petit... je parlerai rapidement de quelques éléments cités par Luciana Boganica. Donc, oui, je pense que, comme je vous ai dit, si on regarde surtout le mouvement éditorial depuis 2020, ça commence un petit peu avant, mais à partir de quelques prix. Par exemple, Patrick Chamoiseau a été publié au Brésil parce qu'il avait reçu le concours, Marine Diaye pareil, mais il y a vraiment un mouvement nouveau qui commence à partir de 2020, quand on va découvrir ce qu'on appelle les auteurs francophones
et non seulement français, mais francophones des différents, disons, de la diaspora déjà africaine, mais de d'autres régions anciennement colonisées par la France, comme je vous ai dit, donc Leila Slimani, des auteurs camerounais, ou par exemple un auteur qui a plusieurs ouvrages traduits au Brésil, c'est Alain Mabankou, Césaire. On découvre même, on commence à traduire même ses pièces de théâtre et ses essais, comme le discours sur le colonialisme, mais tout récemment, comme je vous ai dit. Donc, il y a déjà une demande très forte parce que le public brésilien et le public de lecteurs brésiliens, il est aujourd'hui, je crois qu'il faut absolument le dire, et quand je présente cet aspect de la création de cette nouvelle signification de la francophonie au sein de mon université, bon, et au musée de la langue portugaise, après, si vous voulez, je peux mettre le lien de cette vidéo qui a été faite, de cette rencontre qui a été enregistrée l'année dernière au musée de la langue portugaise, c'est parce que ici au Brésil, il faut, et je crois qu'on commence aussi, et il y a tout un mouvement éditorial qui commence à élargir et à répondre à cette nouvelle signification de la francophonie, parce qu'il ne faut pas oublier que le public brésilien s'y reconnaît beaucoup. Il va se reconnaître dans la littérature haïtienne, dans la littérature martiniquaise, dans la littérature, disons, traduite au Brésil, n'est-ce pas, qui a été produite en langue française. Bon, je parle du cas d'auteurs sénégalais, mais il ne faut pas oublier non plus des auteurs qui viennent d'autres régions. Femmes autrices, par exemple, du Cameroun ou de Belgique, enfin aussi. Issues de l'immigration qui commencent à être découvertes par des maisons d'édition qui vont soit focaliser les auteurs, disons, toutes ces autres voies. Il y a aussi des auteurs comme de régions comme le Maroc ou l'Algérie, où c'est le cas par exemple de Leila Slimani que j'avais déjà cité. Il y a un vrai intérêt du public brésilien parce qu'il faut penser à ce qu'est le profil aujourd'hui qui change du lecteur brésilien, du fait que nous avons de plus en plus d'étudiants à l'université brésilienne qui sont aussi afrodescendants. Je crois que ça a une, comment dirais-je, il y a non seulement du côté des mouvements féministes, n'est-ce pas, mais du côté aussi de cette affirmation des mouvements noirs au Brésil, et c'est un aspect qui est très important et qui répond disons, à un public que peut-être on ne voyait, on ne regardait, on ne focalisait avant. C'est-à-dire on ne se tournait pas ou on ne reconnaissait pas un petit peu ce public. Et quand je parle de ce public, je fais partie de ce public, bon, d'une autre manière aussi, des universitaires noirs. Dans ma génération, par exemple, j'étais toujours la première en tant qu'étudiante, après en tant qu'enseignante. Donc, mais ça, c'est une question à part, mais je vais après revenir. Donc, il y a aussi un autre phénomène qui a joué un rôle très important, ce sont les fêtes littéraires. Particulièrement, la principale fête littéraire au Brésil, Festa Literária du Paraty, la FLIP, n'est-ce pas, qui représente un tournant à partir de 2017, avec la présence, disons, des auteurs de la diversité. Il y a un important et qui a toujours compté depuis, dans toutes ces éditions, avec la participation d'auteurs, pour ceux qui sont les francophones, des auteurs venus de différents horizons. Je ne sais pas si cela répond à votre question, Natalia. Et je suis tout à fait d'accord que les universitaires aussi, nous sommes des patients, parce que, juste pour dire que la réponse n'était pas adressée à moi, mais c'est en tant qu'universitaire que, parfois ce sont des maisons d'édition qui se tournent vers moi, mais il y a des ouvrages que c'est moi qui ai proposé à des maisons d'édition. La traduction, c'était le cas de l'ouvrage d'Anne Lafont, Une Africaine au Louvre, qui est aujourd'hui un best-seller et très consulté pour tous ceux qui s'intéressent à l'art au Brésil, n'est-ce pas, à l'art et à l'art d'origine africaine. Et aussi, c'est moi qui ai proposé à Todavia la traduction du livre de Christiane Taubira sur l'esclavage. Bon, pour oui, quant à la question de l'image de la langue française, je crois qu'on ne fait que gagner parce que il y a un autre phénomène. Et ça, il faut que cela soit
soit, disons, présent et considéré au sein des universités et des chaires de français au Brésil. On n'a pas encore une réflexion très, enfin, elle se passe un petit peu à Brasilia, qui a une chaire de traduction, à l'USP, etc. Mais il y a de plus en plus d'étudiants qui veulent devenir traducteurs et qui s'intéressent à ces littératures-là. Donc, il faut voir si on pouvait faire un peu le relevé, disons, des sujets de thèse, de mémoire, de mestrade ou de dissertation. Il y a un intérêt très fort. Et puis, il y a aussi d'autres, par exemple, le fait que Glissant a été traduit, Bazar do Tempo, je suis aussi la traductrice à Bazar do Tempo, qui va traduire et lancer le discours entier. J'ai contribué, disons, à suggérer ce nom et la traduction du discours entier. Ça, ce sont des aspects d'ailleurs qui dépassent simplement le côté littéraire. Une fois que, juste pour vous citer, en 2021, l'édition de la Biennale de l'Art de São Paulo, la Biennale de São Paulo, l'un des fils conducteurs du projet du curatorial, comme on dit, le projet curatorial, c'était la pensée d'Édouard Glissant, n'est-ce pas? Donc, c'est juste pour vous montrer que cela s'élargit et dépasse le cadre simplement de la littérature. Et cela ne fait que donc l'image de cette langue française que nous avons en partage, mais disons qui n'est pas, on ne pense plus, je pense que de moins en moins, à la langue française comme disons, le véhicule de la littérature française. C'est pour ça que même dans les revues spécialisées aujourd'hui, on parle des littératures francophones et qui englobent tout, françaises et celles qui sont produites en français. Je ne sais pas si je réponds à vos questions, mais à la fin des réponses, je voulais juste dire deux petites choses à propos de la présentation de Luciane. Merci. Ligia, si vous voulez parler de la présentation de Luciana, je pense que vous pouvez enchaîner. Ah non, d'accord, ce sont deux petits commentaires. Comme je vous ai dit, donc, dans la présentation que vous aviez fait, Natalia, donc, mon parcours, ça parlait un petit peu du fait que j'étais jeune, il y a plus longtemps que vous, mais j'étais très, très heureuse, presque émue, que vous ayez cité, Luciana, le nom de Solange Parvaux, qui a été fondamental. C'est Solange Parvaux qui a ouvert les postes d'assistant de portugais pour le Brésil en 1980. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'honneur, je me sens presque une figure historique maintenant, la première brésilienne à être indiquée par la chaire de français de l'USP à ce moment-là, parce que, bon, pour différentes raisons, parce que j'étais une des rares personnes qui n'avait pas une famille, disons, qui circulait, qui voyageait. J'étais une bonne étudiante. J'avais fait tout mon parcours à l'Alliance, le cursus de l'Alliance française à l'époque. Et donc, j'ai été reçue, j'ai connu Solange Parvaux et j'ai été invitée par Solange Parvaux. J'ai été assistante de portugais pendant 3 années. Enfin, pas de suite, mais en 1980. Et après, quand je suis revenue en 84, 85, 86. Donc, et aujourd'hui, il y a un nombre très important d'assistants. Donc, le consulat de France au Brésil m'appelle souvent pour que je donne un petit peu ce témoignage. Et je crois que le rôle de Solange Parvaux, en 1980, en ouvrant justement, parce qu'elle voulait élargir, c'est pas le poste simplement d'assistant de portugais auprès des étudiants de lycée ou autres, c'est parce qu'elle avait déjà une vision élargie de la lusophonie. Elle voulait que cela s'étende. Et donc, c'était... oui, je pensais à quelque chose de très intéressant. C'est qu'en ce moment même, au Brésil, l'attaché de la coopération linguistique reçoit en ce moment, dans la journée, les assistants, je crois que c'est une dizaine d'assistants de français, enfin des étudiants de français qui viennent, n'est-ce pas, être assistants de français au sein des universités brésiliennes de différentes régions. C'est juste pour parler de cette coïncidence.
Et bon, puisque vous êtes à Rennes 2, entre Brésiliens, parfois on a du mal à vous voyez, je crois qu'il y a une figure incontournable aussi que j'ai eu la chance de connaître et qui a beaucoup contribué aux études de lusophone et les études brésiliennes. C'est un grand Jean-Michel Massa, qui est un nom très important de la littérature brésilienne, un des principaux spécialistes, un des pionniers dans l'étude de Machado de Assis, et qui a eu un rôle très important, n'est-ce pas? Je crois et qui m'ont très bien reçu. Il était un passionné de Luis Gama, de la littérature noire. Ils ont ouvert, lui et son équipe, qui a déjà, depuis quelques années, je pense, pris la retraite, mais beaucoup travaillé pour la diffusion des littératures lusophones de différentes aires à Rennes. Voilà. Merci. Merci, Lígia. Merci beaucoup, Marisa. Le défi, Marisa. Eh bien, je crois que nous devons tous faire une pause café, mais je ne vais pas vous laisser sans une réponse. Donc, je réponds vite. Le livre imprimé est une technologie, telle comme la radio et le livre numérisé. Donc, je crois que tous, ils ont un rôle, mais chacun a sa propre méthode d'étude. Comme je parle, par exemple, du livre imprimé au XIXe siècle, je veux dire, la grande différence est celle, les lecteurs du XIXe siècle n'avaient que des livres imprimés. Et aujourd'hui, on doit vraiment réfléchir sur cette multiplicité des supports que nous avons et tous touchent des différents lecteurs, des différents publics. Et il est très important vraiment d'y penser. Et voilà ce que je peux dire avant la pause café en une minute. Et pour ce qui concerne les bibliothèques aussi, oui, j'avais oublié, mais c'est très important. L'idéal, c'était d'avoir, par exemple, une mot de la geste dans toutes les bibliothèques parce qu'elle joue un rôle très important à la BNF pour le maintien de la lusophonie et nous devrions avoir un peu partout des passeurs dans des bibliothèques pour garder les langues du monde. Et ça, c'est l'idée essentielle. Et oui, nous, des universités, nous sommes vraiment des passeurs dans plusieurs niveaux, c'est-à-dire nous travaillons au niveau des agréments, des conventions. Depuis toujours, je viens d'écrire un livre sur les centenaires du lycée Pasteur à São Paulo. Et en regardant, en cherchant des données dans les archives du Quai d'Orsay dont j'ai parlé, et je suis tombée sur les comités des universités formés par les profs du Collège de France et Sorbonne, justement pour élargir les contacts avec les Amériques au début du XXe siècle. Et c'est après ces projets qui est né le lycée de São Paulo, et un peu avant, mais par un accident de parcours. C'était Rio de Janeiro, São Paulo. Je dis accident de parcours, pardon, parce que celui de São Paulo a été pensé avant celui de Rio. Et il y en a plusieurs. Et nous sommes passeurs parce que nous faisons des recherches, nous envoyons nos étudiants et nous venons ici et tout ça. Et surtout parce que d'après ces recherches, nous sommes des enseignants aussi. Et ça fait... Je crois que ça, quand je vois une jeune qui dit « j'ai fait mon cours parce que je voudrais être enseignante », ça donne un sens à tout ce qu'on fait ici et tous les jours. Oui, voilà, ça donne un poids à ce qu'on appelle routine. Et c'est pour ça que nous sommes des passeurs. Voilà. Merci. Je vais essayer d'être très, 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 très rapide pour qu'on puisse avoir un petit café. Mais je vais commencer à répondre à Lígia, parce qu'avec les autres collègues, on peut se parler pendant le café, et aussi ce soir, ou demain aussi. Donc, Lígia, je suis arrivée en France grâce au projet d'assistante des langues, donc en 2010. Donc, ce projet, il est hyper important. Solange Parvo, c'est un nom incontournable. Quand on parle de l'enseignement du portugais, on doit parler de Solange Parvo. Actuellement, je commence un travail
de faire une recherche sur la place des femmes dans l'enseignement et la recherche, dans l'histoire donc de l'enseignement et de la recherche du portugais en France, notamment donc les femmes, et Solange Paravo, ainsi comme Kant, Jacqueline Panjean, Rita Godet de Rennes 2, mais aussi Françoise Massa, qui était donc l'épouse Françoise Massa, voilà, est hyper importante. Donc je pense qu'on a beaucoup à parler. Il y a aussi mettre en avant ces personnes, notamment dans cette décennie on vient donc de célébrer les centenaires de l'enseignement du portugais en France. Donc il faut profiter aussi de ces moments-là, de cette année, de l'année de la France au Brésil et du Brésil en France. Donc ça me fait plaisir, et je veux garder aussi votre contact pour qu'on puisse discuter davantage, parce que vous aussi, vous êtes venue comme la première assistante de langue. Donc je pense que je vais trouver votre nom aussi dans les archives. Donc, je continue, et après, je vais faire très rapide, et je vais partager aussi certaines questions. Quand vous avez demandé sur la question de plurilinguisme, répertoire linguistique, il y a un travail magnifique fait par Bruna Ruano et Ana Carolina Albino, qui travaille sur le répertoire linguistique de nos étudiants. Donc, Bruna est ici. Elle peut vous parler pendant la pause café, et elle a publié aussi 2 articles, 2 chapitres d'ouvrages à propos de ça, où elle a fait aussi, et elles ont fait, parce que c'est des 2 collègues, une analyse donc de quelle langue parlent nos étudiants. Donc en LLCR et LOA aussi. Donc les 2. Donc c'est un travail très lindo, lindo trabalho, lindo. Et donc, et je continue, et 45. Léonard, je vous invite, bien évidemment, parce que je continue mon travail d'entretien, parce que à travers le travail de tous ces entretiens, je comprends les collègues, on reçoit 40 000 mails. Donc, je vous envoie des mails pour dire « Vous êtes invité pour un entretien ». Je n'ai pas de réponse, parce que ce n'est pas un mail, c'est 40 000 mails. Donc, je vous invite, plusieurs, mais c'est difficile aussi de répondre au moment et tout. Donc, plus simple quand on se connaît. Donc, je vous invite aussi à faire part. Comme vous avez dit, vous faites déjà part aussi de cette histoire du portugais. Et c'est important. C'est important parce que c'est à travers de ces entretiens qu'on retrace aussi, comme vous avez demandé, Nathalie, la question de notre parcours, qui a beaucoup changé. Si on vérifie, par exemple, quand j'ai commencé à vérifier la biographie de Adrien Roig, tous les autres, ils sont au début là, des années 30, les années 20, 30, 40, ils étaient des Normaliens qui sont allés au Portugal pour apprendre, pour enseigner le français. Et du coup, ils sont revenus en France en parlant portugais, et donc ils ont commencé à donner des cours aussi de portugais, et grâce notamment à l'Institut Camões, la plupart du temps jusqu'aux années 50. Et donc, je vous invite donc à faire part, on en parlera après aussi. Et je pense que pour les autres collègues, et notamment la question très épineuse et compliquée de qu'est-ce qu'on fait pour... Quelle est la solution? Aïe, oui, ça c'est un café, une soirée, ça c'est une année. Oui, au moins. Oui, une vie. Ouais, mais je voulais dire que c'est en faisant notamment ces types d'événements ici, donc je vous remercie énormément, parce que donner cette visibilité pour le portugais, c'est indispensable aujourd'hui. C'est grâce à ces types d'événements aussi, ce dynamisme des collègues, que le portugais, il est encore là. Donc merci beaucoup à l'organisation, à Sim et à Natalia. Donc on continue. Merci. C'était un plaisir. On a 10 minutes pour prendre un café. Je pense que c'est très faisable. Allez, je vous remercie. À 16h. Merci. Juste pour dire,
Merci, je vous remercie encore l'opportunité d'avoir être parmi vous. Merci beaucoup. Merci, Lige. Bon après-midi. Ciao.